de film, donc un film sur l'union des femmes peintres et sculpteurs. Nous avons ici ce soir Catherine Gonard, qui est historienne d'art, et aussi Anne-Marie Gourrier, qui est cinéaste et artiste, et toutes les deux, elles ont réalisé le film en 2006. Et voilà, et nous avons aussi Franny Tachon, qui est historienne d'art aussi, et elle a fait un mémoire de master sur le groupe Femini Dialogue, et aussi sur l'artiste Christiane de Casteras, qui a réalisé la sculpture qui est la grand-mère, qui est tout à fait au fond de la salle. Donc une sculpture réalisée aussi avec une autre artiste, André Marquet. Donc je vais laisser Catherine et Anne-Marie parler un petit peu du film que vous allez voir. Voilà, et après Franny parlera un petit peu de Christiane de Casteras et la grand-mère. On a fait ce film en amitié déjà. C'est ça. C'est notre amitié qui nous a fait aller de femme en femme artiste, qui avait été à l'Union des femmes peintres dans les dernières. Et puis on a essayé de faire le lien. Et l'histoire de l'Union des femmes peintres dans le film, c'est un peu, ça finit, parce que ça se termine et on se demande pourquoi ça se termine. Ça a duré quand même longtemps, cette histoire. Alors, l'Union des femmes peintres, elle a commencé en 1881. Oui, tu vois, on n'était pas du tout nés. Et en fait, elle s'arrête en 1994. Donc voilà. Alors, Anne-Marie elle a fait partie de l'Union des femmes peintres. À la fin, oui. Et puis Doune aussi, qui est là. Alors, elle a fait beaucoup plus longtemps. Et il me semble, je ne sais pas s'il y en a d'autres que je ne connais pas, qui est très l'Union des femmes peintres. Et donc, en fait, moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans les derniers salons de l'Union des femmes peintres sans savoir ce qu'était l'Union des femmes peintres. J'étais à l'époque, je vivais avec une artiste qui s'appelait Marie-Geneviève Havel, et donc Marie-Geneviève exposait, je l'ai suivie, c'est avec elle que j'ai rencontré... On s'est rencontrés là d'ailleurs, voilà, exactement. Puis on avait des amis comme une Nathalie Stern, on a connu beaucoup de femmes. Il y a beaucoup d'artistes que j'ai rencontrés qui sont passés par l'Union des femmes peintres, grâce à Marie-Geneviève. Et donc, suite à ça, j'avais commencé à travailler sur les femmes artistes avec Elisabeth Lebovici. Et puis, à un moment, je suis tombée sur cette histoire de l'Union des femmes peintres et sur la lutte qu'a représentée pour ces femmes de l'accès à l'école des beaux-arts. Parce qu'en fait, au moment où se crée l'Union des femmes peintres, les femmes n'ont pas accès à l'école des beaux-arts, qui est le seul lieu d'enseignement gratuit. Donc il n'y a que les hommes qui ont droit à un enseignement d'art de haut niveau gratuit. En 1880, il existe des académies pour les femmes artistes, mais c'est payant. Et les femmes artistes payent le double que les hommes. C'est normal. Voilà. Parce qu'on considérait qu'elles venaient là par amateurisme, etc. Donc on leur faisait tout payer en double. Donc devant cette histoire, peu à peu, on a compris l'importance qu'avait eu cette union, comment elle avait permis en fait de prendre conscience du nombre qu'elles étaient, et que c'était pour ça aussi qu'elles avaient fait un salon. Ça leur permettait d'être en nombre, d'être visibles du coup, de montrer qu'elles étaient en train de se professionnaliser les unes les autres. Et je pense que ça, c'est aussi une des fonctions importantes du salon à ses débuts. Elles ont lutté pour l'accès à l'école des beaux-arts, mais elles ont aussi lutté pour qu'il y ait des femmes dans les jurys des salons, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune femme dans les jurys. Donc elles ont essayé de faire que Madame Berthaud, Hélène Berthaud, qui a été la présidente de l'Union des femmes peintres et qui a été la première à créer cette union. Et puis elles ont pensé que ce serait bien que Rosa Bonheur aussi soit membre de jury. Elles se sont battues, mais elles n'ont pas réussi vraiment. La première qui va y arriver, ça va être Madame Léon Berthaud qui va être membre du jury des sculpteurs. Donc il y a des photos, on la voit, elle est la seule parmi tous ces hommes, etc. Donc c'est une lutte qui a été très très importante, qui a été prise en relais dans les fins du 19e, début du 20e par aussi la Fronde, par les journaux féministes. L'accès à l'école des beaux-arts, c'est à partir de 1897.
C'est ça, hein? C'est pour voir si tu suis. Et puis, du coup, un peu à la fois, il y a eu d'autres associations qui se sont créées parce qu'on trouvait que l'Union des femmes peintres était un peu routinière, etc. Certaines ont trouvé qu'elles n'étaient pas assez spécialisées non plus. C'est-à-dire que Madame Berthaud, qui avait un esprit très égalitaire, pensait que les plus professionnels devaient être là pour aider les plus amateurs. Elle était vraiment dans cette notion-là, il n'y avait pas de jury, et il fallait que les unes et les autres s'entraident. Évidemment, à un moment, les plus, j'allais dire, les plus cotées, les plus professionnelles, elles ont trouvé que c'était un peu pesant, et elles se sont un peu séparées de l'Union, et il y a eu à ce moment-là le premier groupe qui s'appelait Femmes Artistes. Et puis après, Femmes Artistes, à autour de 1900, par là, qu'il y a eu cette scission, elles vont exposer, mais elles n'auront jamais l'ampleur de l'Union des femmes peintres, qui sera un salon annuel, qui sera suivi par la presse, que l'État va acheter des œuvres dans le salon de l'Union des femmes peintres, il va y avoir des commandes aussi. Et l'Union des femmes peintres va même avoir une feuille de chou, j'allais dire. Enfin, bon, une revue, quoi. Et puis, qui va leur permettre aussi d'avoir un lien sur tout ce qui était déjà comme d'autres enseignements possibles pour les femmes, qui va aussi de leur donner tous les adresses professionnelles, etc. En fait, tout ça va leur permettre de faire un vrai réseau de professionnels. Et c'est ça qu'il faut voir, comment ça a été important ce groupe et comment il a continué. Avec des hauts et des bas dans le temps. Bon, en 1931, un autre groupe va se former qui va avoir une grande importance, qui va être les femmes artistes modernes, qui elles, évidemment, ne vont se coopter et vont choisir que des professionnels reconnus, etc., d'une certaine modernité. Donc voilà. Et après, il va y avoir la période de la guerre, etc. Et après-guerre, dans les années 50, l'Union des femmes peintres va renaître avec certaines femmes qui viennent des femmes artistes modernes, etc. Donc en fait, c'est vraiment un groupe qui a eu une vie incroyable et qui va connaître aussi la secousse des années 70 avec des ruptures, des liens, etc. Voilà, ça c'est les histoires que tu vas raconter. Donc voilà, cette union des femmes peintres, pour moi, c'est vraiment un lieu assez incroyable, vraiment féministe. Hein. Il y a eu vraiment des femmes très féministes qui en ont fait partie. Il y avait aussi des étrangères qui en ont fait partie. Et ça, c'était important. Il y avait aussi des femmes comme Anna Bielinska, la polonaise, qui a exposé plusieurs années, etc. Enfin, donc c'est un lieu incontournable si on veut comprendre l'histoire des femmes peintres. Et donc, Anne-Marie et moi, on a été voir les dernières. Hein, c'est ça qu'on a fait. Exactement. Alors, elle les interviewait et moi, je les filmais. Et vous allez voir. Et donc, nous, on s'était donné déjà comme idée, un peu celle qui était dans les organisatrices des derniers salons. Oui, c'est ça, c'est surtout ça. Oui. Et puis, comment ça s'est terminé, parce qu'on essaie de comprendre comment ça s'est terminé. On n'a pas tellement... On n'a pas tellement compris. Elle ne parle pas tellement, les dames ne parlent pas très bien, enfin, donc ça s'est terminé un peu comme ça. C'était difficile de savoir comment ça s'est vraiment terminé. Oui. C'était difficile de savoir qui avait vraiment encore les dernières archives vraiment de l'Union. Voilà. Et alors, je reviens sur un dada qui fait partie, c'est que moi, un certain nombre de femmes que j'ai rencontrées m'ont donné leurs archives. Je pensais les donner à la bibliothèque Kandinsky, ce qui me semblait à Beaubourg, et on me les a refusées. Donc, nous avons décidé à certaines qui sont dans la salle, c'est un groupe qui vient de se constituer là aujourd'hui, qu'on allait se battre pour faire reconnaître ces archives, soit à l'INHA, mais dans une grande institution, parce qu'elles méritent de rentrer dans une grande institution. T'es d'accord ? Voilà, nouveau groupe constitué. T'es d'accord aussi, toi, hein ?
Donc voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Hein. Oui, on va regarder, je suppose, et après, il y a aussi celles qui veulent parler, mais je pense que vous... J'ai pensé que ce serait intéressant pour Franny de parler un petit peu de Christiane de Casteras. Oui, Donc, absolument, parce que tu... Voilà. Voilà, donc l'artiste qui figure dans cette exposition, c'est Christiane de Casteras, donc celle qui a fait la grand-mère. Et donc Franny connaît bien le parcours de cet artiste et voilà. Donc je reprends le fil de l'histoire qu'a commencé Catherine au milieu des années 70, plus précisément en 1975. L'ONU déclare l'année 1975 année internationale de la femme et Christiane de Casteras, qui vient de prendre la présidence de l'UFPS, l'Union des femmes peintres et sculpteurs, après avoir occupé différents postes au sein de l'association, décide d'honorer un peu cette déclaration de l'ONU en organisant ce 91e salon de l'UFPS. Et alors qu'on considérait un peu à cette époque le salon comme démodé, Christiane de Casteras, elle le juge même mauvais. Elle dit que toutes les sociétaires, elles peignent que des chats dans des petits paniers. Elle veut un peu changer tout ça. Donc elle développe toute une rhétorique de l'avant-garde en disant qu'elle va tout changer. Et elle décide d'instaurer même un jury, alors que Catherine nous a expliqué que Hélène Berthaud, elle ne voulait pas qu'il y ait de jury, pas de sélection, que les professionnels et les amateurs devaient exposer. Et donc elle organise tout ce petit jury qui est composé de conservateurs, de conservatrices, de galeristes, de critiques, qui sélectionnent 165 artistes femmes pour exposer au musée d'art moderne. Et finalement, cette exposition, elle provoque toute une série de remous, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, puisque plusieurs artistes qui avaient été invités décident de refuser l'invitation, puisqu'elles jugent que exposer qu'entre femmes, c'est se ghettoiser. Cet argument revient très souvent, et on va le voir aussi au sein du documentaire. Elle juge cela dévalorisant. Je me souviens même d'un témoignage qui est publié à l'intérieur du catalogue de l'UFPS, où Annette Messager dit qu'elle refuse de participer à cette exposition. Il y a même trois des organisatrices qui démissionnent. Et cette exposition, elle est aussi vivement critiquée par d'autres collectifs féministes, tels que La Spirale ou Femmes en lutte, qui se réunissent au sein du 26e Salon de la Jeune Peinture au Musée d'Art Moderne. Et donc, à la suite de toutes ces tensions et revendications, Christiane de Casteras démissionne de l'UFPS et décide de créer une scission et un groupe dissident qu'elle appelle Dialogue, qui va organiser des expositions intitulées Féminin dans les locaux de l'UNESCO. Et donc ça se fait toujours en 1975. Il y aura toute une série de manifestations. À partir de 1985, elle se rabiboche avec les femmes de l'UFPS. Et du coup, elles organisent ensemble les salons et les biennales de la femme. Et je pense que c'est important de parler de Christiane de Casteras aujourd'hui, parce qu'il y a un lien tout particulier qui l'unit avec Aline Dallier. Et puisqu'Aline Dallier organise dès 1976 une exposition au sein du salon qu'elle dédie à l'art textile qui s'appelle Couture Peinture. En 1976 c'est Espace Cousu, en 1977 ça sera Couture Peinture. Et dans la lignée des articles qu'elle écrit et de la thèse qu'elle écrit également et qu'elle va soutenir ensuite à Paris 8, elle veut revaloriser les travaux textiles qui étaient des techniques minorisées puisque jugées féminines et donc reléguées à la sphère domestique. Et donc elle va mettre en valeur toute une série de pratiques qui se développent à cette époque, notamment celle de Christiane de Casteras avec la grand-mère, mais je pense aussi à Liliane Camier qui l'œuvre est juste là, Daniel... Enfin, j'ai un trou sur son nom. Blancheland. Blancheland, pardon. Voilà, Aline Ribière qui est dans le bureau d'Arnaud. Et donc voilà, Aline Dallier va aussi vraiment faire partie de cette aventure en tant que conseillère artistique. Elle va écrire tout un tas d'articles aussi sur ces artistes, les soutenir, les rencontrer dans leurs ateliers et donc être un peu l'interlocutrice de cette histoire. Et
Et je pense qu'il est temps de regarder ce documentaire pour en apprendre un peu plus, aussi bien sur les artistes que sur les expositions. Merci. Le Claude Ringot, il est mort. Mais après ça, il y avait cette triste histoire. Mais les autres femmes que vous avez interviewées, qui semblaient formidables, vous les avez invitées ici, si elles vivent toujours qui c'est la dernière. Je sais pas. Il y a des liens qu'on a un peu qui se sont. On n'a pas mal disparu. C'était pas toujours ça. Non, je sais. Oui, c'est pas si simple. Voilà. J'aimais beaucoup Geneviève. Moi, elle Oui, était moi aussi. formidable. Dune a bien dû la connaître. C'était une grande amie de Nathalie Stein. Tu veux t'approcher? Dune, tu auras peut-être des petits mots à dire. Quoi. Oui, est-ce que vous avez des questions plutôt? Tiens, parce que vous avez tout vu, vous avez tout compris. Alors ça finit quand même un peu comme ça, voilà, ça finit beaucoup, quoi. Mais on s'est vraiment beaucoup dispersé. Moi, j'ai très peu de relations. Enfin, je passe par un point. Nathalie est partie. Beaucoup trop sont partis, malheureusement. Il n'y a pas, on n'entend pas bien parfois des ventes à Drouot ou je ne sais où parler de ces œuvres que nous avons manipulées, accrochées et transportées bien souvent. Mais j'ai un peu perdu le fil de tout ça. Est-ce que vous avez des questions à propos de cette... C'est pareil, on n'a pas vu Simone Lacour qui était un personnage. Hein, quand même. Ah oui, mais il y avait, beaucoup de personnages. Oui, c'est beaucoup. Oui. Est-ce qu'on sait le rôle exact que Rosa Bonheur a joué dans la création du salon? Non, elle n'a pas créé, elle était amie avec Virginie de Montbreton, qui était une peintre dont le père était, c'est Jules Breton, et qui était paysagiste. Et elle faisait beaucoup de peinture marine. Et elle allait souvent voir Rosa Bonheur. Elle l'avait d'abord vue avec son père. Et donc elle a demandé à Virginie de Montbreton était la deuxième présidente de l'Union des femmes peintres. Et donc elle a demandé à Rosa Bonheur d'être présidente d'honneur. Mais elle-même, il me semble, peut-être une fois il y a eu un ou deux tableaux, mais je ne suis même pas sûre. C'est surtout sa sœur, Juliette Pérol, qui a exposé aux femmes peintres. Mais elle le soutenait en fait. Hein. Mais surtout par le biais de Virginie de Montbreton. Merci. J'ai une autre petite chose, juste à vous dire que j'ai dirigé un énorme thèse de doctorat à propos des femmes, pas l'Union des femmes peintres, mais les femmes peintres en général à Paris dans les années 70. Et la fille qui l'a fait, elle est professeure maintenant à SUNY aux États-Unis. Et à cause de Covid, son livre a beaucoup traîné, mais ça vient de sortir, je ne l'ai pas encore vu. Mais ça va être avec Bloomsbury, qui est à la fois très positif, mais très négatif, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'images en couleur. Mais elle a fait ce qu'elle a pu faire, qui était un travail énorme, avec un préface de la féministe très, très connue, Griselda Pollock. Donc je ne peux pas dire à quel point ça sera bien ou mauvais, ou tout le monde sera un peu ou pas un peu. Je suis certain que Diana va être dans sa bibliographie. C'est Raki Balaram. Raki, yeah, exactly, yeah. Donc Raki Balaram. Et dès que ça sort, je vous ferai tout ça. Ah oui, elle était venue à mon atelier il y a longtemps déjà. C'est vrai que ça fait Vous vouliez poser une question? Ouais, c'était purement anecdotique. Je voulais savoir quel était le rôle de ce rapport avec cette personne qu'on voit que dans le film, et ce mannequin poupée, qui me fait fortement penser à la mère de Norman Bates dans Psychose. Je ne sais pas si vous en savez plus par rapport à la taille et grandeur réelle. Non. C'est une œuvre de Casteras et de Marty, elles l'ont fait à deux.
Voilà. Et Et nous, on était très impressionnés, c'est pour ça que c'était facile de la filmer. Oh, I know what it's called. It's called How to Practice. Alors, si ça vous amuse, je vous ai apporté le catalogue que vous avez vu dans le film tout à l'heure et que nous avons réalisé, écrit à la main, pour réduire le budget. qui est-ce qui a écrit? Un peu, beaucoup, ma propre personne. On n'hésitait pas. Voilà. Donc ça réduisait quand même beaucoup les frais. Parce qu'il y a quand même une petite parenthèse à vous dire, c'est que le jour où nous avons commencé à recevoir des subventions pour le Grand Palais, c'était une circulation, une simple circulation d'argent, puisque nous ne voyions pas ces subventions, parce qu'elles rentraient tout de suite dans les comptes de la location du Grand Palais, qui était quand même assez important. Donc il nous restait un peu d'argent quand même pour s'offrir ce gros catalogue, si ça vous amuse de regarder. J'ai voulu vous dire, quel est l'état des archives actuelles quand vous avez parlé des archives que Beaubourg n'a pas voulu accepter? C'est-à-dire que en fait, quand moi quand on a fait tout ça ensemble, à chaque fois, il y a des artistes qui m'ont donné des documents qui correspondaient à l'Union des femmes peintres. J'ai pas mal de catalogues, etc. Il faut savoir qu'il n'existe pas actuellement une collection complète des catalogues. Il y en a à Orsay, mais il n'y a pas de collection complète. Et que quand, comment il s'appelle, Sanchez a fait les catalogues a repris les catalogues de l'Union des femmes peintres pour que ce soit plus accessible, c'est en 3 volumes, il me semble que ça s'arrête aux années 60. C'est ça. C'est ça. Et même à la BNF, pardon, à la BNF, il n'y en a pas? Et alors, je crois que non plus, parce que Sanchez, justement, par exemple, moi j'avais un seul catalogue que personne n'avait. Parce que je lui avais donné la liste et il n'avait pas trouvé nulle part. Donc en fait, quand j'ai eu ces ensembles de documents que les unes et les autres m'ont donné, ça fait 2-3 cartons, j'ai pris contact avec Beaubourg pour leur donner. J'ai aussi la plaque en plâtre que Simone m'a donnée. J'ai des affiches, etc. Mais ils n'en ont pas voulu. Non, mais ça peut complètement avec le programme de Aware. Oui, je sais. Morino. Mais on ne peut pas les mettre à Aware. Ah ouais, c'est Et à Marguerite Durand, à la bibliothèque Marguerite Durand, on pourrait le faire, mais justement, j'ai quand même. Ça fait très longtemps que j'aurais pu les donner à la bibliothèque Marguerite Durand. Mais j'estimais que non, qu'on devait les mettre dans une institution qui corresponde à l'histoire de l'art. Et donc, en ce moment, je suis en train de proposer à nous, qu'on fasse un groupe et qu'on essaye de voir si on peut tout mettre à l'INHA. Wern a une grande bibliothèque, mais ne peut pas avoir la conservation des documents comme il faudrait. Et donc, il faut trouver un lieu, mais il me semble qu'elles ont le droit à avoir une grande institution culturelle pour les recevoir. Donc c'est là-dessus plutôt le fait que je les ai pas encore donné. Et puis je pense qu'à partir du moment où on va commencer à avoir un endroit où on va pouvoir les mettre, on va pouvoir retrouver des documents, pouvoir le dire, etc. Voilà. Mais pour moi c'est un vrai combat qu'on doit avoir, nous qui nous sommes intéressés à leur histoire. On doit faire que au moins l'Union des femmes peintres soit accessible avec toutes ces archives. Je pense qu'on devrait se battre aussi pour la même chose pour les femmes artistes modernes, les femmes artistes si on trouve encore quelque chose, et puis pour celles plus récentes qui étaient dans les groupes féministes aussi. Enfin voilà, on a du travail. On a du travail les filles, non ? Est-ce que le film qu'on a vu, est-ce qu'il est disponible, visible quelque part ou... Il est disponible au centre Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, oui.
qui le diffuse. D'accord. Donc voilà, on peut l'acheter, hein, je crois là, il me semble. Et puis nous, on a déjà travaillé avec Eva pour le montrer en ligne. Enfin, on essaye de le montrer parce que c'est aussi le moyen de mettre un peu la focale sur leur travail à elles. Voilà. Il a l'air d'être assez récent, il est quelle année? 2007. Oui. Ben oui, ça oui. Oui. Ouais, on va dire que ça fait un petit bout. Oui, c'est pour ça. Et on n'a plus. En fait, on n'a plus suivi. Ah ben après, c'était un peu compliqué de suivre chacune, etc. Et voilà, à un moment, j'ai continué à leur écrire pour leur dire où j'en étais dans mes démarches par rapport aux archives. Mais il y a une affiche que j'avais eue, que j'ai donnée, qui a été prise par le Centre Pompidou pour l'exposition Elle, mais c'est la seule qu'ils ont prise. Alors, il y a ici Lydie qui parle de Suzanne, comme Suzanne, je suis pas revenue son œuvre. Peut-être que si Lévy, elle avait un atelier près de la gare de Montparnasse, derrière. Là. Je pourrais essayer de l'appeler parce que peut-être qu'elle sait peut-être plus de choses. Elle ne voulait pas savoir trop, elle ne voulait pas dire trop ce qui s'est passé après. Moi, je ne sais pas. De toute façon, c'est tout un travail encore à continuer, hein, d'essayer de comprendre parce que c'est quand même une des plus grandes organisations dans le temps. Quoi. C'est impressionnant de voir tous ces catalogues, et puis cette différence entre la lutte des départs, le moment où elles sont bourgeoises, le moment où... c'est une histoire, une vraie histoire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Peut-être d'autres choses à dire? Non, s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions plutôt? Parce que vous avez tout vu, vous avez tout compris. Alors ça finit quand même un peu comme ça, voilà, ça finit en beauté, quoi. Mais on s'est vraiment beaucoup dispersé. Moi j'ai très peu de relations. Enfin, je passe par emploi. Nathalie est partie. Beaucoup trop sont partis, malheureusement. Il n'y a pas, on n'entend pas bien parfois des ventes à Drouot ou je ne sais où parler de ces œuvres que nous avons manipulées, accrochées et transportées bien souvent. Mais j'ai un peu perdu le fil de tout ça. Est-ce que vous avez des questions à propos de cette... C'est pareil, on n'a pas vu Simone Lacour qui était un personnage. Hein, quand même. Ah oui, mais il y avait beaucoup de personnages. Oui, Est-ce qu'on sait le rôle exact que Rosa Bonheur a joué dans la création du salon? Non, elle n'a pas créé, elle était amie avec Virginie de Montbreton, qui était une peintre dont le père était, c'est Jules Breton, et qui était paysagiste. Et elle faisait beaucoup de peinture marine. Et elle allait souvent voir Rosa Bonheur. Elle l'avait d'abord vue avec son père. Et donc elle a demandé à Virginie de Montbreton était la deuxième présidente de l'Union des femmes peintres. Et donc elle a demandé à Rosa Bonheur d'être présidente d'honneur. Mais elle-même, il me semble, peut-être une fois il y a eu un ou deux tableaux, mais je ne suis même pas sûre. C'est surtout sa sœur, Juliette Pérol, qui a exposé aux femmes peintres. Mais elle le soutenait en fait. Hein. Mais surtout par le biais de Virginie de Montbreton. Merci. J'ai une autre petite chose, juste à vous dire que j'ai dirigé un énorme thèse de doctorat à propos des femmes, pas l'Union des femmes peintres, mais les femmes peintres en général à Paris dans les années 70. Et la fille qui l'a fait, elle est professeure maintenant à SUNY aux États-Unis. Et à cause de Covid, son livre a beaucoup traîné, mais ça vient de sortir, je ne l'ai pas encore vu. Et ça va être avec Bloomsbury, qui est à la fois très positif, mais très négatif, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'images en couleur. Mais elle a fait ce qu'elle a pu faire, qui était un travail énorme,
avec un préface de la féministe très, très connue Griselda Pollock. Donc je ne peux pas dire à quel point ça sera bien ou mauvais, ou tout le monde sera inclus ou pas inclus. Je suis certaine que Diana va être dans sa bibliographie. C'est Rakhi Balaram. Rakhi, yeah, exactly, yeah. Donc Rakhi Balaram. Et dès que ça sort, je vous ferai tout ça. Ah oui, elle était venue à mon atelier il y a longtemps déjà. C'est vrai que ça fait très longtemps. Vous vouliez poser une question? C'était purement anecdotique. Je voulais savoir quel était le rôle de ce rapport avec cette personne qu'on voit que dans le film, et ce mannequin poupée, qui me fait fortement penser à la mère de Norman Bates dans Psychose. Je ne sais pas si vous en savez plus par rapport à la taille, grandeur réelle. Non. C'est une œuvre de Casteras et de Marseille, elle nous fait voilà. Et nous, on était très impressionnés, c'est pour ça que c'était facile de la filmer. Oh, I know what it's called. It's called How to Practice. Alors, si ça vous amuse, je vous ai apporté le catalogue que vous avez vu dans le film tout à l'heure et que nous avons réalisé, écrit à la main, pour réduire le budget. Qui est-ce qui a écrit? Un peu, beaucoup, ma propre personne. On n'hésitait pas. Voilà. Donc ça réduisait quand même beaucoup les frais. Parce qu'il y a quand même une petite parenthèse à vous dire, c'est que le jour où nous avons commencé à recevoir des subventions pour le Grand Palais, c'était une circulation, une simple circulation d'argent, puisque nous ne voyions pas ces subventions, parce qu'elles rentraient tout de suite dans les comptes de la location du Grand Palais, ce qui était quand même assez important. Donc il nous restait un peu d'argent quand même pour s'offrir ce gros catalogue, si ça vous amuse de regarder. J'ai voulu vous dire, quel est l'état des archives actuelles quand vous avez parlé des archives que Beaubourg n'a pas voulu accepter? C'est-à-dire que en fait, quand on a fait tout ça ensemble, à chaque fois, il y a des artistes qui m'ont donné des documents qui correspondaient à l'Union des femmes peintres. J'ai pas mal de catalogues, etc. Il faut savoir qu'il n'existe pas actuellement une collection complète des catalogues. Il y en a à Orsay, mais il n'y a pas de collection complète. Et que quand, comment il s'appelle, Sanchez a fait les catalogues a repris les catalogues de l'Union des femmes peintres pour que ce soit plus accessible, c'est en 3 volumes. Il me semble que ça s'arrête aux années 60. C'est ça. C'est ça. Et même à la BNF, pardon, à la BNF, il n'y en a pas? Et alors, je crois que non plus, parce que Sanchez, justement, par exemple, moi j'avais un des documents, un seul catalogue que personne n'avait. Parce que je lui avais donné la liste et il n'avait pas trouvé nulle part. Donc en fait, quand j'ai eu ces ensembles de documents que les unes et les autres m'ont donné, ça fait 2-3 cartons, j'ai pris contact avec Beaubourg pour leur donner. J'ai aussi la plaque en plâtre que Simone m'a donnée. J'ai des affiches, etc. Mais ils n'en ont pas voulu. Non, mais ça peut complètement avec le programme de Aware. Oui, je sais. Morino. Mais on ne peut pas les mettre à Aware. Ah ouais, ça se peut. Et à Marguerite Durand, à la bibliothèque Marguerite Durand, on pourrait le faire, mais justement, j'ai quand même. Ça fait très longtemps que j'aurais pu les donner à la bibliothèque Marguerite Durand. Mais j'estimais que non, qu'on devait les mettre dans une institution qui corresponde à l'histoire de l'art. Et donc, en ce moment, je suis en train de proposer à qu'on fasse un groupe et qu'on essaye de voir si on peut tout mettre à l'INHA.
Wern a une grande bibliothèque, mais ne peut pas avoir la conservation des documents comme il faudrait. Et donc il faut trouver un lieu, mais il me semble qu'elles ont le droit à avoir une grande institution culturelle pour les recevoir. Donc c'est là-dessus plutôt le fait que je les ai pas encore donné. Et puis je pense qu'à partir du moment où on va commencer à avoir un endroit où on va pouvoir les mettre, on va pouvoir retrouver des documents, pouvoir le dire, etc. Voilà. Mais pour moi, c'est un vrai combat qu'on doit avoir. Nous qui nous sommes intéressés à leur histoire, on doit faire que au moins l'Union des femmes peintres soit accessible avec toutes ces archives. Je pense qu'on doit se battre aussi pour la même chose pour les femmes artistes modernes, les femmes artistes, si on trouve encore quelque chose, et puis pour celles plus récentes qui étaient dans les groupes féministes aussi. Enfin voilà, on a du travail. On a du travail, les filles, non? Est-ce que le film qu'on a vu, est-ce qu'il est disponible, visible quelque part Il est disponible au centre Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, oui. Qui le diffuse. D'accord. Donc voilà, on peut l'acheter, hein, je crois là, il me semble. Et puis nous, on a déjà travaillé avec Eva pour le montrer en ligne. Enfin, on essaye de le montrer parce que c'est aussi le moyen de mettre un peu la focale sur leur travail à elles. Voilà. Il a l'air d'être assez récent, il est quelle année 2007. Ah, tout jeune. Oui. Ah oui, ça, oui. Oui. Ouais, on va dire que ça fait un petit bout. Oui, c'est pour ça. Et on n'a plus. En fait, on n'a plus suivi. Ah ben après, c'était un peu compliqué de suivre chacune, etc. Et voilà, à un moment, j'ai continué à leur écrire pour leur dire où j'en étais dans mes démarches par rapport aux archives. Mais, il y a une affiche que j'avais eue, que j'ai donnée, qui a été prise par le Centre Pompidou pour l'exposition Elle, mais c'est la seule qu'ils ont prise. Alors, il y a ici Lydie qui parle de Suzanne Cabet. Suzanne, j'ai pas retenu son œuvre. Peut-être que si Lévy, elle avait un atelier près de la gare de Montparnasse, derrière. Là. Je pourrais essayer de l'appeler parce que peut-être qu'elle sait peut-être plus de choses. Elle ne voulait pas savoir trop, elle ne voulait pas dire trop ce qui s'est passé après. Moi, je ne sais pas. De toute façon, c'est tout un travail encore à continuer, hein, d'essayer de comprendre parce que c'est quand même une des plus grandes organisations dans le temps. C'est impressionnant de voir tous ces catalogues, et puis cette différence entre la lutte des départs, le moment où elles sont bourgeoises, le moment où... c'est une histoire, une vraie histoire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Peut-être d'autres choses à dire? Non, s'il y a des questions. On entend pas bien parfois des ventes à Drouot ou je ne sais où parler de ces œuvres que nous avons manipulées, accrochées et transportées bien souvent. Mais j'ai un peu perdu le fil de tout ça. Est-ce que vous avez des questions à propos de cette... C'est pareil, on n'a pas vu Simone Lacour qui était un personnage. Hein, ah oui, mais il y avait beaucoup de personnages. Oui. Est-ce qu'on sait le rôle exact que Rosa Bonheur a joué dans la création du salon? Non, elle n'a pas créé, elle était amie avec Virginie de Montbreton, qui était une peintre dont le père était, c'est Jules Breton, et qui était paysagiste. Et elle faisait beaucoup de peinture marine. Et elle allait souvent voir Rosa Bonheur. Elle l'avait d'abord vue avec son père. Et donc elle a demandé à Virginie de Montbreton était la deuxième présidente de l'Union des femmes peintres. Et donc elle a demandé à Rosa Bonheur d'être présidente d'honneur. Mais elle-même, il me semble, peut-être une fois il y a eu un ou deux tableaux, mais je ne suis même pas sûre. C'est surtout sa sœur, Juliette Pérol, qui a
qui a exposé aux femmes peintres. Mais elle le soutenait en fait, hein, mais surtout par le biais de Virginie de Montbreton. Merci. J'ai une autre petite chose, juste à vous dire que j'ai dirigé une énorme thèse de doctorat à propos des femmes, pas l'Union des femmes peintres, mais les femmes peintres en général à Paris dans les années 70. Et la fille qui l'a fait, elle est professeure maintenant à SUNY aux États-Unis. Et à cause de Covid, son livre a beaucoup traîné, mais ça vient de sortir, je ne l'ai pas encore vu. Mais ça va être avec Bloomsbury, qui est à la fois très positif, mais très négatif, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'images en couleur. Mais elle a fait ce qu'elle a pu faire, qui était un travail énorme, avec un préface de la féministe très, très connue, Griselda Pollock. Donc je ne peux pas dire à quel point ça sera bien ou mauvais, ou tout le monde sera inclus ou pas inclus. Je suis certain que Diana va être dans sa bibliographie. C'est Rakhi Balaram. Rakhi, yeah, exactly, yeah. Donc Rakhi Balaram. Et dès que ça sort, je vous ferai tout ça. Ah oui, elle était venue à mon atelier il y a longtemps déjà. C'est vrai que ça fait très longtemps. Vous vouliez poser une question? Ouais, c'était purement anecdotique. Je voulais savoir quel était le rôle de ce rapport avec cette personne qu'on voit que dans le film, et ce mannequin poupée, qui me fait fortement penser à la mère de Norman Bates dans Psychose. Je ne sais pas si vous en savez plus par rapport à la taille, grandeur réelle. Non. C'est une œuvre de Casteras et de Marty, elles l'ont fait à deux. Voilà. Et nous, on était très impressionnés, c'est pour ça que c'était facile de la filmer. Oh, I know what it's called. It's called How to Practice. Alors, si ça vous amuse, je vous ai apporté le catalogue que vous avez vu dans le film tout à l'heure et que nous avons réalisé, écrit à la main, pour réduire le budget. Qui est-ce qui a écrit? Un peu, beaucoup, ma propre personne. On n'hésitait pas. Voilà. Donc ça réduisait quand même beaucoup les frais. Parce qu'il y a quand même une petite parenthèse à vous dire, c'est que le jour où nous avons commencé à recevoir des subventions pour le Grand Palais, c'était une circulation, une simple circulation d'argent, puisque nous ne voyions pas ces subventions, parce qu'elles rentraient tout de suite dans les comptes de la location du Grand Palais, qui était quand même assez important. Donc il nous restait un peu d'argent quand même pour s'offrir ce gros catalogue, si ça vous amuse de regarder. J'ai voulu vous dire, quel est l'état des archives actuelles quand vous avez parlé des archives que Beaubourg n'a pas voulu accepter? C'est-à-dire que en fait, quand on a fait tout ça ensemble, à chaque fois, il y a des artistes qui m'ont donné des documents qui correspondaient à l'Union des femmes peintres. J'ai pas mal de catalogues, etc. Il faut savoir qu'il n'existe pas actuellement une collection complète des catalogues. Il y en a à Orsay, mais il n'y a pas de collection complète. Et que quand, comment il s'appelle, Sanchez a fait les catalogues a repris les catalogues de l'Union des femmes peintres pour que ce soit plus accessible, c'est en 3 volumes. Il me semble que ça s'arrête aux années 60. C'est ça. C'est ça. Et même à la BNF, pardon, à la BNF, il n'y en a pas? Et alors, je crois que non plus, parce que Sanchez, justement, par exemple, moi j'avais un des documents, un seul catalogue que personne n'avait. Parce que je lui avais donné la liste et il n'avait pas trouvé nulle part. Donc en fait, quand j'ai eu ces ensembles de documents que les unes et les autres m'ont donné, ça fait 2-3 cartons, j'ai pris contact avec Beaubourg pour leur donner. J'ai aussi la plaque en plâtre que Simone m'a donnée. J'ai des affiches, etc.
Mais ils n'en ont pas voulu. Non, mais ça peut complètement avec le programme de Aware. Oui, avec je sais. Camille Morino. Mais on ne peut pas les mettre à Aware. Ah ouais, c'est... Et à Marguerite Durand, à la bibliothèque Marguerite Durand, On pourrait le faire, mais justement, j'ai quand même... ça fait très longtemps que j'aurais pu les donner à la bibliothèque Marguerite Durand. Mais j'estimais que non, qu'on devait les mettre dans une institution qui corresponde à l'histoire de l'art. Et donc, en ce moment, je suis en train de proposer à nous qu'on fasse un groupe et qu'on essaye de voir si on peut tout mettre à l'INHA. Wern a une grande bibliothèque, mais ne peut pas avoir la conservation des documents comme il faudrait. Et donc, il faut trouver un lieu, mais il me semble qu'elles ont le droit à avoir une grande institution culturelle pour les recevoir. Donc c'est là-dessus plutôt le fait que je les ai pas encore donné. Et puis je pense qu'à partir du moment où on va commencer à avoir un endroit où on va pouvoir les mettre, on va pouvoir retrouver des documents, pouvoir le dire, etc. Voilà. Mais pour moi, c'est un vrai combat qu'on doit avoir. Nous qui nous sommes intéressés à leur histoire, on doit faire que au moins l'Union des femmes peintres soit plus accessible avec toutes ces archives. Je pense qu'on doit se battre aussi pour la même chose pour les femmes artistes modernes, les femmes artistes si on trouve encore quelque chose, et puis pour celles plus récentes qui étaient dans les groupes féministes aussi. Enfin voilà, on a du travail. On a du travail les filles, non ? Est-ce que le film qu'on a vu, est-ce qu'il est disponible, visible quelque part ou... Il est disponible au centre Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Qui le diffuse. D'accord. Donc voilà, on peut l'acheter, hein, je crois là. Il me semble. Et puis nous, on a déjà travaillé avec Eva pour le montrer en ligne. Enfin, on essaye de le montrer parce que c'est aussi le moyen de mettre un peu la focale sur leur travail à elles. Voilà. Il a l'air d'être assez récent, il est quelle année 2007. Ah, tout jeune. Oui. Oui, ça, oui. Oui. Ouais, on va dire que ça fait un petit bout. Oui, c'est pour ça. Et on n'a plus. En fait, on n'a plus suivi. Après, c'était un peu compliqué de suivre chacune, etc. Et voilà, à un moment, j'ai continué à leur écrire pour leur dire où j'en étais dans mes démarches par rapport aux archives. Mais il y a une affiche que j'avais eue, que j'ai donnée, qui a été prise par le Centre Pompidou pour l'exposition Elle, mais c'est la seule qu'ils ont prise. Alors, il y a ici Lydie qui parle de Suzanne Cabet. Suzanne, je n'ai pas retenu son œuvre. Peut-être que si Lévy, elle avait un atelier près de la gare de Montparnasse, derrière. Là. Je pourrais essayer de l'appeler parce que peut-être qu'elle sait peut-être plus de choses. Elle ne voulait pas savoir trop, elle ne voulait pas dire trop ce qui s'est passé après. Moi, je ne sais pas. De toute façon, c'est tout un travail encore à continuer, hein, d'essayer de comprendre parce que c'est quand même une des plus grandes organisations dans le temps. C'est impressionnant de voir tous ces catalogues, et puis cette différence entre la lutte des départs, le moment où elles sont bourgeoises, le moment où... c'est une histoire, une vraie histoire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Peut-être d'autres choses à dire? Non, s'il y a des questions. Ah oui. Donc, c'est pas Lydiane aussi. Oui, les deux aussi, Les doubles. Ah oui, pour l'exposition. Et le groupe Féminine Dialogue, oui. Les réunions, ça s'appelait comment? Oui, j'ai pas. C'est vrai que professionnellement. Christiane de Castera, c'est
Christiane de Casteras Et André Marquet, André Marquet. elle ne faisait pas de réunion. Enfin, je veux dire, c'était. Dans nos groupes, c'était juste un groupe de travail pour C'est mettre en ça, place le salon. elles travaillaient ensemble. Et en fait, ça ne discutait pas avec nous. Et c'est Aline qui m'a contactée Ah oui. alors qu'elle travaillait à l'intérieur. C'est elle qui avait les vrais contacts avec Christiane de Casteras. Parce que je pense que le tout premier salon de groupe Dialogue organisé par Christiane de Casteras, c'était un salon avec tout type d'œuvres un peu mélangées. Et peut-être que la critique principale d'Aline Dallier était, bon, c'est très bien de faire des expos de femmes, mais il faudrait réunir les œuvres qui se résonnent entre elles, en fait. Donc, on ne peut pas juste accrocher tout et n'importe quoi à côté, donc il faut que les expos ont du sens. Donc elle a créé donc l'espace d'art textile. Voilà, elle a trouvé des liens entre les œuvres comme ça, et puis il y avait des espaces aussi séparés pour la peinture, le dessin, la sculpture, la photo. Et enfin, Et je crois qu'à cette période-là aussi, Aline se posait la question, y a-t-il une spécificité de l'art des femmes? Et c'est aussi pour aborder cette question-là qu'elle a créé ce concept de soft art et de couture-peinture, et où elle a constitué un groupe qui était assez central d'ailleurs dans toute la circulation de l'exposition, dans un grand espace vitré, comme ça. Mais c'est vrai, mais elle ne cherchait pas, comment dire, elle avait dit dans la citation d'autre soir, ce n'était pas quelque chose de biologique, mais c'était quelque chose de sociologique, le fait que les femmes traditionnellement étaient un peu reléguées à la maison, à s'occuper de toutes ces tâches domestiques, et donc elle voyait dans les œuvres de plusieurs femmes justement une recherche, une revalorisation de ce travail domestique, ou de le fait d'utiliser la couture ou le tricotage pour faire des œuvres comme tu as fait, et comme à chaque soirée tu parles de ton œuvre. Mais voilà, l'œuvre, les poches de Liliane Camier qui sont là sur le côté, c'est Aline Dallier qui, c'est pas c'est pas elle qui t'a demandé de faire ces œuvres, mais toi tu faisais. Elle est venue vers moi. Elle venait vers parce toi, que je faisais ça. Tu faisais ça, et donc elle avait choisi pour l'espace. Ça s'appelait aussi soft art, je crois. Oui, elle a nommé ça le soft art des femmes, voilà. Elle a consacré sa thèse à l'art textile des femmes. Oui, c'est ça. Oui. En tout cas, merci de nous avoir permis de... Merci d'avoir montré le film aussi. Et merci à Arnaud d'avoir fait tout ça. Oui, c'est bien d'avoir fait ça, oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Avoir l'intelligence de voir. Merci beaucoup. Et que c'est en train de monter. Bon, c'est un projet collectif qui n'aurait pas très pu important. se faire. Quand même, il faut remarquer aussi. Et c'est par le fil d'Aline Dallier aussi que les choses se sont introduites, disons, comme ça. Ouais. Merci d'être venu.